Revenons à Socrate. Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu plus ses principes éthiques. N'oublions pas que l'éthique est l'une des parties les plus importantes de la philosophie pour Socrate, parce qu'elle traite de la manière de vivre sa vie, du genre d'homme qu'il vaut la peine d'être, de la manière dont il faut vivre sa vie. Un mot pour les sages, parce que nous entrons dans un territoire nébuleux, car les dialogues dans lesquels nous voyons Socrate développer ses idées ne sont pas les premiers. Il n'est pas clair ici ce qui est de Socrate et ce qui est de Platon. Mais il me semble que nous pouvons supposer, sans trop de risques, dire que les fondements de ces idées se trouvent chez Socrate, et que si les idées de Platon ne sont pas les premières, elles ne sont pas les plus anciennes. Platon développe les présupposés de la façon dont Socrate a vécu sa propre vie. Si l'éthique socratique devait se résumer à un principe fondamental, la question à se poser est de savoir quelle est la contribution de Socrate à l'éthique. Pour Socrate, commettre l'injustice est mal et honteux. Le mal doit être compris ici dans un sens non moral, comme nuisible. Agir injustement, c'est se faire du mal à soi-même. Par Socrate, on peut donc dire, au scandale de tous, qu'il est pire de commettre une injustice que de la subir. Cette phrase est la pierre angulaire de toute la réflexion éthique classique, de Socrate à Aristote. Elle signifie que l'injustice ne doit jamais, en aucune circonstance, et ne devrait jamais être commise, même en réponse à une autre injustice qui m'a été faite. Le dialogue dans lequel Socrate semble défendre ses idées avec le plus de finesse est le Gorgia. C'est un long dialogue, mais un bijou. D'ailleurs, je vous le recommande très fort. Allez le lire. De plus, il est écrit avec une passion incroyable. C'est comme si Platon, au moment de l'écrire, était en colère contre quelque chose qui venait de lui arriver. Socrate commence par discuter avec Gorgia pour savoir si la rhétorique sait ce qui est juste et ce qui est injuste. Comme Gorgia ne sait pas quoi répondre, il finit par se retirer de la conversation et un nouvel interlocuteur apparaît. Un certain Polos, qui commence par dire que l'injuste est le plus heureux. Mais Socrate lui montre que c'est impossible. Socrate lui montre qu'il est impossible que l'injuste soit le plus heureux parce que, en réalité, l'injuste est un malheureux. L'injuste est un misérable, le plus misérable de tous, car commettre l'injustice est le pire de tous les maux, un mal qui affecte les hommes et les femmes, un mal qui affecte l'âme. Je dis âme par opposition aux autres mots
qui n'affecte que le corps ou l'intégrité physique. Bien que l'injuste puisse être subjectivement heureux en apparence, ce bonheur est en réalité un malheur, pour ainsi dire, d'imbéciles et de connards. Ce n'est pas le meilleur état auquel l'homme puisse parvenir, si ce n'est le pire. C'est alors qu'un autre personnage entre dans l'arène, Calliclès, défenseur du droit du plus fort, qui commence à contester tout ce que dit Socrate. Calliclès est un défenseur du droit du plus fort. Avec Calliclès, la discussion prend une tournure très personnelle pour Socrate, car Calliclès l'accuse de se ridiculiser en se consacrant à l'éducation des enfants, de se ridiculiser en s'adonnant à la philosophie alors qu'il est si vieux, que la philosophie est une activité d'adolescent. Ici, j'imagine Socrate se dire « Ah oui, je vais te faire traquer, petit garçon. » Bref, pour Calliclès, il faut faire la distinction entre la nature et la loi. Et c'est une distinction que Socrate ne faisait pas. Par nature, il est certainement pire de subir une injustice. Mais selon la loi, il est pire de la commettre. Mais comme la loi est établie par les faibles, elle est en réalité une illusion pour opprimer les faibles. Également, elle est une illusion pour opprimer les forts et leur refuser le droit naturel d'exercer la force. Pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, Calliclès apparaît presque comme un précurseur de Nietzsche. Regardez ce fragment qui est presque une prophétie du surhomme. Je crois que s'il devait y avoir un jour un homme de la bonne espèce, il ébranlerait, briserait, contournerait toutes nos lois et conventions, et foulait aux pieds nos écrits, nos illusions, nos incantations et toutes les lois contraires à la nature. Il se lèverait et se montrerait maître de tout. Alors, seulement, la justice de la nature resplendira. Calliclès avance donc un argument qui semble paradoxal. C'est que ce qui est vraiment juste pour les forts, c'est de commettre l'injustice, d'enfreindre la loi. Socrate n'est pas convaincu et demande à Calliclès de définir ce qu'il entend par les plus forts. Car, à première vue, il pourrait sembler que si la multitude est capable d'asservir et d'opprimer le plus fort, alors la multitude est plus forte que le plus fort. Par conséquent,
Si, selon Calliclès, il est juste que le plus fort gouverne, alors c'est que la multitude est plus forte que le plus fort. Calliclès commence à donner différentes réponses et finit par dire que les plus forts et les plus heureux sont ceux qui sont capables de donner libre cours à leur passion. Socrate lui demande comment ils peuvent être les plus forts et les plus heureux s'ils se laissent aller à leur passion, s'ils se laissent asservir et dominer par leur passion. Puis, il l'accuse de ne pas faire de distinction entre les bons et les mauvais plaisirs et d'identifier directement le plaisir au bien. À ce stade, Calliclès se met en colère et Socrate doit poursuivre son raisonnement seul. Socrate soutiendra qu'il y a des plaisirs qui rendent l'homme meilleur et des plaisirs qui le rendent pire. Tous les plaisirs qui découlent de la commission d'une injustice doivent être classés parmi les mauvais plaisirs. Mais pour cela, il ne suffit pas de parler du corps. Il faut aussi parler de l'âme. Bien que commettre une injustice puisse ne pas avoir de conséquences sur le corps, ou même avoir de bonnes conséquences, car la personne injuste obtient plus de nourriture, plus de biens, plus d'argent. Il faut aussi parler de l'âme. Commettre une injustice a des conséquences horribles pour l'âme. Socrate parle aussi du bien et la beauté. Il dit que l'injustice laisse des traces sur l'âme, des cicatrices qui la tordent, qui l'enlaidissent. Ainsi, il réussit à réidentifier le bien à la beauté. Pour Calliclès, faire le mal peut devenir quelque chose de beau et d'admirable, car c'était le signe d'une âme grande et puissante. Mais pour Socrate, ce n'est plus possible, car faire le mal rend laid. Il rend laid, même si cette laideur n'est pas visible de l'extérieur et n'est qu'intérieure ou même déguisée en grandeur. Socrate termine par un mythe où il dit, après la mort, lorsque l'âme se sépare du corps, toutes ces marques deviennent visibles. L'injuste apparaîtra dans sa vraie nature, et alors, personne ne pourra appeler beau la laideur. La déformation et le malheur ne pourront plus être qualifiés de beaux, de chanceux ou même de heureux. Le Gorgia est un dialogue particulièrement émouvant si on le lit en pensant à la mort de Socrate. En effet, Platon met dans la bouche de Socrate plusieurs remarques prémonitoires sur sa propre mort, qui, du moins pour moi, me donne la chair de poule. Mais bon, pour résumer l'idée centrale de l'éthique, que signifie pour Socrate subir l'injustice plutôt que la commettre? Pour Socrate,
Commettre une injustice est pire que de la subir. Attention, ce n'est pas que celui qui subit l'injustice ne soit pas malheureux, tant celui qui subit l'injustice que celui qui la commet sont malheureux. Mais celui qui la commet est plus malheureux. Il n'est pas nécessaire de vouloir a priori ni l'un ni l'autre. Mais s'il faut choisir entre subir une injustice et la commettre, on préférera toujours la première. Toujours préférer la première. Faire autrement, c'est ignorer les terribles effets intérieurs de l'injustice ou alors de commettre une injustice. J'ai eu un jour un grand professeur de philosophie qui, en expliquant ce qu'est une injustice, m'a dit que c'était une injustice. Il a dit, tuer est avant tout mauvais pour celui qui tue. Pour celui qui meurt, si on est sincère, on ne sait pas. On ne sait pas tout à fait. On ne sait pas très bien. Mais celui qui tue devient un assassin. Comme quelqu'un qui a délibérément détruit une œuvre d'art. Imaginez que vous soyez la personne qui a brisé Guernica. Juste un petit rappel. Guernica est l'une des œuvres d'art les plus prestigieuses de Pablo Ruiz Picasso. Je parle du peintre. D'ailleurs, si vous avez du temps, vous pouvez faire un tour du côté de Malaga, la ville natale de Picasso, en Andalousie, au sud de l'Espagne. Vous pouvez visiter son musée qui est d'ailleurs sa maison natale. J'ai visité cet endroit et je peux vous rassurer que vous seriez émerveillés. Eh bien, revenons sur l'injustice. C'est pire, presque praxis et poixis. Je reviendrai sur ces termes. En fait, tout ce que Platon et Aristote ont ensuite réfléchi sur la morale est implicite dans ce dialogue. Par exemple, la distinction entre l'action morale et la production, ou pour le dire en grec, entre la praxis et la poixis, l'acte immanent et l'acte transitoire. Entre praxis et poixis, c'est-à-dire acte immanent et acte transitoire ou productif, l'acte moral est la praxis. L'acte immanent, donc transitoire, parce qu'il façonne l'agent lui-même et reste en lui. Maintenant, commettre une injustice, bien qu'elle puisse apporter des bénéfices extérieurs, détruit en réalité l'agent lui-même de l'intérieur. Alors, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même? Voilà une belle question. Mais attendez, c'est une autre histoire. On en parlera une autre fois. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on en parle, faites-moi parvenir vos souhaits en commentaire. Une petite remarque en guise de conclusion. L'éthique socratique, ou l'éthique classique en général, est souvent opposée à l'utilitarisme ou au conséquentialisme
qui dirait que toute la valeur morale d'une action réside dans ses conséquences. Mais ce n'est pas le cas. Cette opposition ne me semble pas tout à fait correcte, car l'éthique socratique est aussi une éthique des conséquences. Des conséquences qu'une action peut avoir, des conséquences qu'un certain acte a pour mon âme. Nous pourrions dire que le conséquentialisme est vrai dans son principe, c'est-à-dire il faut regarder les conséquences, mais faux et erroné dans son application, parce que il ne détermine pas correctement quelles sont les conséquences pertinentes, quelles sont les conséquences qui donnent une valeur morale à une action. Bien sûr, il faut regarder les conséquences, mais il faut surtout regarder la conséquence principale. Par exemple, que vais-je devenir si je fais ceci? Que vais-je devenir si je fais cela? Ce qui m'arrive, ce qui arrive à mon âme, c'est aussi une conséquence de mon action. De plus, c'est la conséquence qui doit être prise en compte avant toute autre chose. En ce sens, l'éthique classique serait un vrai conséquentialisme, ou plutôt le vrai conséquentialisme. Mais enfin, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Alors, un petit rappel, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et mettez un j'aime. Mais avant de partir, j'ai une petite question pour vous. Préférez-vous commettre une injustice ou subir une injustice? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner. C'est gratuit. Amis, abonnez-vous. C'est gratuit. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles publications.